En ces temps difficiles concernant la culture en France et les nombreuses coupes budgétaires qui mettent en danger des pratiques culturelles mais aussi les métiers qui les font vivre, le CNC est depuis quelques années au cœur de critiques souvent particulièrement débiles. Mais souvent sur YouTube, plus c'est gros, plus ça passe, et plus c'est facile à comprendre, plus c'est facile à gober. Et bien qu'il y ait effectivement des critiques à faire à son égard, j'ai tenté d'introduire son fonctionnement dans plusieurs vidéos. Il y a celle-ci où je revenais très rapidement sur la naissance du CNC et comment il fonctionnait, et aussi dans celle-ci où je montre un schéma montrant comment son autofinancement est géré chaque année. Mais pour mieux comprendre comment il fonctionne, quelques dates clés de son histoire peuvent permettre de mieux saisir son utilité, pourquoi il fut créé, comment il a évolué, et comment aujourd'hui on peut le défendre comme le critiquer. C'est donc pour cette vidéo qui, j'espère, vous apprendra des trucs et permettra à certains non convaincus de mieux se positionner sur la politique culturelle que revendique un établissement comme le CNC. On est en 1946. La France est en lambeaux et il faut désormais essayer de relancer son économie mais aussi sa culture. C'est alors que le 25 octobre de cette année, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la loi créant l'organisme du CNC. Sa toute première mission est de remettre en fonctionnement le parc de salles très endommagé par l'occupation et la libération. Cependant, le plan Marshall, qui a consisté à aider le redressement de la France en échange d'un violent soft power américain, a beaucoup détruit l'industrie du cinéma français qui était déjà au plus bas. C'est à cette même époque que sont signés les accords Bloom-Burns, un accord qui autorise l'industrie états-unienne à exporter 108 films chaque année en France sur un marché français ayant une capacité de 180 films. Une grosse manifestation a lieu en 1948 pour faire entendre la disparition des métiers de techniciens suite à cette invasion de films américains et la trop importante exportation de ces derniers en France qui, à petit feu, détruit tout le système culturel français ainsi que ses propres films et cinéastes qui n'ont plus de place. Cette manifestation, mise en avant par les mouvements syndicaux mais aussi par les vedettes du moment comme Jean Gabin, Jean Marais ou encore Simone Signoret, résonne très fort dans le paysage culturel et cinématographique français. Le CNC, qui existe alors depuis moins de 2 ans, instaure la célèbre taxe qui va sauver le cinéma français et relancer son industrie. La fameuse taxe supérieure audiovisuelle, une taxe de 10,9% appliquée à tous les billets de cinéma vendus en France, qui est directement reversée au CNC et réinvestie dans la production cinématographique. C'est à partir de ça que le cinéma va de nouveau reprendre vie et forme, malgré une importante présence américaine depuis. Ce réinvestissement permet de créer tout un système qui a subi quelques modifications depuis, celui du soutien automatique à la production et à l'exploitation, pour de nouveau remplir les salles, les entretenir et permettre aux producteurs de partir avec une certaine épargne pour leurs futurs films. Les années 50 sont un tournant pour l'industrie. Les superproductions et le cinéma de papa engloutissent les plus petits films et monopolisent les gros studios de plateau de cinéma. En 1952, le nouveau directeur du CNC impose une sorte de prime à la qualité pour tenter de remonter le niveau des films produits en France et faire face à ce qu'il dit être de la médiocrité artistique. C'est dans cette dynamique que va naître la nouvelle vague et ses revendications esthétiques. Faire des films plus indépendants et plus personnels, se libérer des énormes moyens qu'il faut pour tourner, etc. Comme l'explique Geneviève Sellier dans l'entretien que je lui ai consacré, cette politique, où le réalisateur sera mis au centre de la création du film, sera une bonne chose pour renouveler l'industrie et garantir une meilleure indépendance et un meilleur accès au tournage pour plein de cinéastes aspirants, mais c'est aussi là que se dessine un entre-soi petit bourgeois qui va pas mal dominer la culture au cinéma. C'est donc pendant cette période et cette politique des auteurs que beaucoup de choses changent. En 1959, déjà le CNC est placé sous tutelle du ministère de la Culture, un ministère tout neuf initié par Charles de Gaulle pour, je le cite, rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience de notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Un grand homme. Alors que le CNC était d'abord sous tutelle du ministère de l'Industrie, il est confié à André Malraux, qui devient le tout premier ministre de la Culture. Et pour être plus précis, ça s'appelait d'ailleurs ministère des Affaires culturelles, et je trouve que le vocabulaire en dit long. La même année, Malraux met en place ce qu'on appelle l'avance sur recette. C'est une aide qui est toujours active aujourd'hui et qui est devenue presque obligatoire et nécessaire pour pouvoir lancer la production d'un film. Arrêtons-nous un peu dessus pour bien la comprendre. En quoi consiste cette aide qui a relancé l'industrie cinématographique vers une certaine indépendance et a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui l'exception culturelle française? L'avance sur recette, c'est une aide qui sert à encourager la création artistique dans le cinéma et à soutenir des projets originaux qui ont du mal à trouver des financements
financement dans des configurations plus classiques, comme les ayants droit via la télé, les financeurs privés, etc. Sur le site du CNC, on peut lire ceci. La vocation de l'avance sur recette est en effet notamment d'encourager la réalisation des premiers longs métrages et de soutenir un cinéma indépendant, audacieux au regard des normes du marché et qui ne peut, sans aide publique, trouver son équilibre financier. L'avance est financée à l'époque par la fameuse TSA, la taxe prélevée sur les ventes de billets, puis sera par la suite alimentée par la TST du service télé et celle du marché de la vidéo depuis 2009. Comment ça fonctionne exactement? Alors imaginons un réalisateur qu'on va appeler Bob. Bob cherche à financer son projet de film et aimerait bénéficier de l'avance sur recette parce qu'il galère à trouver des financements. Bob peut alors candidater pour avoir cette avance. Pour ça, il doit envoyer un dossier au CNC qui comprend le scénario du film, un dossier de présentation sur les auteurs, une note d'intention artistique et un dossier administratif. Il ne peut faire ça que quand le film est encore à l'état de projet. Si le tournage a par exemple déjà commencé, ça ne fonctionne pas. La seule condition pour bénéficier de cette aide est que le film doit être réalisé intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. J'appelle ça la France, mademoiselle. Sauf exception pour ce qui est par exemple des documentaires où la langue étrangère peut être justifiée au vu du sujet. Une fois ce dossier envoyé, une commission, présidée par le président du CNC, est organisée avec diverses personnalités du secteur, des techniciens, des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs par exemple, répartis depuis 1995 en 3 collèges différents. Un collège pour ce qui concerne les premiers films, un deuxième pour les réalisateurs ayant déjà réalisé au moins un film, et le troisième qui juge les films après réalisation. Cette commission est en général composée d'une trentaine de personnes, et ce sont eux qui vont décider si le film peut être financé avec une avance sur recette, et surtout quel montant lui sera accordé. En 2025, l'aide maximale autorisée pour un film est de 700 000 €, mais on tourne en général autour de 400-500 000. Pour le cas d'un film à petit budget, c'est donc une aide non négligeable, et c'est un enjeu très important, puisque cette aide détermine bien souvent l'engagement ou non des diffuseurs télé, des distributeurs et de bien d'autres aides. Cette commission est suivie d'un comité de lecture qui lit attentivement le dossier de Bob, et il y a ensuite des formalités un peu plus complexes que je ne vous citerai pas ici, parce que la paperasse, on sera tous d'accord pour dire que c'est très chiant. Aujourd'hui, une soixantaine de films depuis 60 ans bénéficient de cette aide, et en 2007, on estimait que plus de 2000 films français avaient pu voir le jour grâce à cette aide. C'est à travers celle-ci que s'est construit un système économique qui s'autofinance et qui a contribué à cette exception culturelle française. Des cinéastes comme Chantal Akerman, Léo Scarax, Alain Cavalier, Jacques Rosier, plus récemment Alain Guiraudy, Sophie Le Tourneur, Julien Colonna, Jean-Baptiste Durand, bref, un énorme paquet de cinéastes ont pu faire des films grâce à cette aide. Si ça vous intéresse, la liste entière des films qui en ont bénéficié sont répertoriés sur le site du CNC. Cependant, vous vous en doutez, il y a des points noirs à cette aide. Déjà, elle ne prend pas en compte le fait qu'un film coûte de plus en plus cher, et l'aide est gelée depuis maintenant une quinzaine d'années. Ensuite, les personnalités présentes lors des comités sont certes contrôlées, mais cela a très souvent amené à des entre-soi qui privilégient plus les copains cinéastes que d'autres. Ce fut le cas pour pas mal de réalisateurs de la nouvelle vague. Le CNC permet encore à pas mal de films d'exister, mais il faut garder un œil sur le favoritisme que peut susciter certaines personnes présentes dans les comités. C'est d'ailleurs pour ça que la commission fut par la suite divisée en plusieurs collèges. Il y avait donc moins de concurrence déloyale entre ceux venant pour un premier film et ceux déjà installés confortablement dans l'industrie. L'idée ici n'est pas de parler de qualité. Le cinéma de Desplechin par exemple est très admiré par une certaine cinéphilie, mais dans les faits, il rembourse peu l'avance sur recette, dont le principe est justement que cette aide soit remboursée par les entrées générées par le film. Alors c'est quand même très souvent le cas, mais quelques abus ont parfois amené à des années compliquées en termes de rentabilité. C'est une aide primordiale qui permet au cinéma français une diversité folle. Attention à ce que ça ne tombe pas dans du favoritisme qui cherche à lisser la présence des cinéastes et les films proposés. Cela dit, il faut néanmoins remarquer que c'est à travers cette avance que le cinéma français a pu avancer sa logique de non-rendement, où une œuvre n'a pas à être un succès incroyable pour exister. Et c'est encore cela qui garantit cette exception culturelle qu'il faut défendre. Bref, parenthèse très longue, continuons d'avancer dans l'histoire. En 1962, une nouvelle concernant les salles de cinéma, la reconnaissance par l'État des salles recommandées Art et Essai. Ça paraît tout bête, mais c'est un statut qui va déterminer la subvention générée par le ministère de la Culture pour l'entretenir. Depuis 1962, une commission régionale est alors présidée par un membre du CNC pour déterminer quel cinéma pourra recevoir ce statut, et cela dépend de pas mal de paramètres. Mais pour faire simple, une diversité importante dans les films proposés,
Des indépendants, des courts-métrages, des films n'ayant pas pu être distribués dans de grandes enseignes, des classiques du patrimoine, etc. Ce statut concerne surtout des petits cinémas de proximité et cela permet de garantir un lien social entre les salles de cinéma et les habitants qui aiment trouver une proximité dans une salle plutôt que dans une grande enseigne ou dans un grand multiplex. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que le choix du film va être moins important que cette envie de proximité pour le public d'aller au cinéma. Par exemple, Laurent Coët, l'exploitant d'un cinéma de proximité que j'avais eu l'occasion d'interviewer, allez voir l'entretien, c'est très intéressant, racontait qu'il organisait des événements films surprises où le public venait sans savoir quel film serait diffusé. Alors qu'on pourrait penser qu'un public rural ne serait pas vraiment séduit par ce procédé, c'est en réalité un succès quasi constant. Et que le film n'ait plu ou pas, l'idée d'en discuter ensuite ensemble stimule beaucoup le public. C'est comme une sorte de ciné-club en fait. Je trouve ça très intéressant sur la façon de percevoir aussi le cinéma. Bref, comme ce sont des salles qui reçoivent donc des aides publiques, leur critère pour avoir ce statut est très précis. On contrôle la proportion de séances de films différents recommandées par rapport aux séances totales, et ce critère varie selon si le cinéma se trouve en zone rurale ou bien dans une unité urbaine ou une métropole. Et en 2019, on enregistrait 1220 cinémas classés comme art et essai, soit 60% des cinémas français à l'époque, répartis dans tout le pays. La création de ce statut par le CNC a permis aux petits cinémas de survivre face à l'invasion des multiplexes, et aussi de diversifier les films afin qu'ils ne restent pas campés et bloqués dans la capitale, ce qui était beaucoup le cas dans les années 60. En 1974, l'ORTF éclate en plusieurs chaînes de télévision. Et cette époque est assez grave pour le cinéma. La télévision monopolise les Français et l'arrivée de Canal+, qui nécessite un abonnement, appuie encore plus sur la plaie. Une chute assez importante du public est enregistrée entre 1976 et 1982, année à laquelle un médiateur du cinéma est créé pour tenter de mettre fin aux litiges entre distributeurs, financeurs et producteurs, au vu de l'impact de la télé sur l'économie du cinéma et sur les arrangements et les négociations qui y sont faites. En 1985 sont donc créées les SOFICA, les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Ce sont des sociétés d'investissement français destinées à la collecte de fonds privés, consacrées exclusivement au financement de la production et de la distribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et c'est le CNC qui assure le pilotage du dispositif. Ces sociétés sont créées soit à l'initiative de professionnels, soit à l'initiative d'opérateurs du secteur bancaire et financier. On retrouve notamment la Banque Postale parmi ces SOFICA, et bien que décriées au vu de son fonctionnement privé, les SOFICA sont aujourd'hui un sacré soutien pour le cinéma français, et son argent utilisé est réparti par le CNC entre les différentes sociétés. Des gros films comme des films plus indépendants ont pu bénéficier de soutien et de SOFICA plus ou moins petites, et cela a pu soutenir l'industrie dans les années 80 qui furent particulièrement difficiles. À cela se sont ajoutés les préfinancements de certaines chaînes de télé pour avoir les ayants droit du film, et un soutien du CNC aux productions audiovisuelles comme les séries, l'animation, le documentaire ou encore le clip et les captations de spectacles, un moyen pour le CNC d'élargir son soutien et de garder une certaine autonomie financière sans sombrer. Au début des années 2000, plusieurs soutiens s'ajoutent. Le CNC soutient les jeux vidéo à partir de 2003 dans leur production de graphiques et de design. En 2004, c'est l'aide aux régions qui est mise en place et développée dans le but de décentraliser les financements pour pouvoir proposer des aides précises qui imposent des conditions régionales, comme embaucher des techniciens de la région par exemple, ou aller filmer dans des endroits précis. À partir de 2011, le CNC s'ajoute sur Internet en mettant en avant la numérisation en ligne du patrimoine cinématographique. En 2012, une aide au cinéma du monde est instaurée, et cela permet à des films étrangers voulant tourner en France de bénéficier d'un soutien dans le cadre d'une coproduction française. Mustang ou Winter Sleep sont des exemples de films en ayant bénéficié, et en 2018, il y a la fameuse création du CNC Talent. Alors je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Le CNC Talent est un dispositif mis en place pour soutenir les créateurs de contenu sur Internet. Il est composé de deux aides sélectives, une aide à la création qui peut aller jusqu'à 30 000 € pour des chaînes ayant plus de 10 000 abonnés, et une aide à l'éditorialisation de la chaîne qui peut aller jusqu'à 50 000 € pour des chaînes ayant plus de 50 000 abonnés. Ces aides sont attribuées aussi sous avis d'une commission composée de 10 membres qui se réunissent 5 fois par an pour consulter les demandes d'aide. Les membres de cette commission changent tous les ans pour garantir une certaine neutralité, mais la question à se poser est assez similaire à celle de la commission sur l'avance sur recette. Il faut aussi faire attention au favoritisme que peut amener une forme d'entre-soi. Mais si on regarde sur le site du CNC, on observe que ce sont surtout des chaînes documentaires qui obtiennent de l'aide. Par exemple, récemment, il y a eu une série de cuisine, ou bien une série d'animation, etc.
Vous l'aurez compris à travers ces dates, le CNC soutient aujourd'hui un tas de filières et il parvient à garder à travers toutes ces aides, je n'ai évidemment pas tout cité, une autonomie financière qui permet un bon déroulement de ses financements et de ses soutiens. Sur le papier, c'est un établissement très important pour garantir la santé du patrimoine culturel, mais aussi une forme d'indépendance dans le budget d'un film et de sa production. Mais on cherche à le supprimer en racontant n'importe quoi sur son financement, en cherchant des arguments rapides et creux pour radicaliser l'opinion sur l'établissement, alors que la vérité est qu'il y a deux écoles. Ceux qui veulent détruire la culture française pour des intérêts privés et rentables, et ceux qui veulent essayer de conserver un mode de production envié par beaucoup de pays pour garantir une culture indépendante et libre. Mais vous le savez, tout n'est pas blanc ou noir, le CNC a ses failles dans sa politique, qui permet un entre-soi dans le milieu, favorisant parfois des copains et se reproduisant très souvent autour d'un même cercle social et géographique. Cela soulève des questions en termes de neutralité, d'intérêt porté au projet des films, et aussi au conditionnement de certains scénarios pour qu'ils puissent rentrer dans les clous. La présidence qui lui est consacrée joue aussi beaucoup dans la direction que l'établissement prend, et après le copain de Macron, qui avait cherché à le libéraliser, place à celui qui fut très proche de Rachida Dati aux commandes. Il faudra être très vigilant quant à sa direction, qui risque potentiellement de suivre celui que subissent certaines collectivités face aux coupes budgétaires liées à la culture. Et si le CNC garde un financement qui est très différent et autonome, il faut garder un œil sur son utilisation dans le concret. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager en tout cas si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!